Dans cette partie du syndrome hémorragique de l'enfant, on va parler des étiologies et de leur prise en charge. Alors, les étiologies, on va les diviser en deux, les anomalies de l'hémostase primaire et les coagulopathies. Bien sûr, les anomalies de l'hémostase primaire, ils vont comporter donc le temps vasculaire et le temps plaquettaire. Donc, selon le taux de plaquettes, on va diviser en deux. Quand on trouve un taux de plaquettes normal, ça veut dire qu'il s'agit soit d'une atteinte vasculaire ou bien d'une anomalie de la fonction plaquettaire, donc une thrombocytopathie. Quand le taux de plaquettes est diminué, à ce moment-là, on parle de purpura thrombocytopénique. Donc, on va commencer par un taux de plaquettes normal, mais un temps vasculaire. Ça veut dire les purpura vasculaires peuvent être d'origine infectieuse. Il y a plein de germes qui peuvent être responsables de purpura, à savoir le méningocoque, le streptocoque dans l'endocardite d'Osler, le staph, le candida et même certaines infections virales, comme l'herpès virus. Et donc, le prototype clinique du purpura infectieux est celui du purpura méningococcique, qui peut se voir selon une forme aiguë. On a un purpura pétchial avec un peu nécrotique, sans autres signes hémorragiques, avec présence de fièvre et de raideur, donc il y a un syndrome méningé. Mais l'absence d'une raideur de la nuque ou bien une PL normale n'élimine pas le diagnostic. Et dans sa forme sériguë, donc on a de grandes ecchymoses violacées à contour imprécis, mais d'extension rapide, ce qu'on appelle le purpura fulminant de Henoch. Il peut s'agir donc d'un purpura d'origine inflammatoire, comme le cas du purpura rhumatoïde. Il se voit à tout âge, mais surtout chez l'enfant, après un épisode infectieux grippal, ou bien à apparition spontanément. C'est un diagnostic clinique qui associe, donc, dans 100%, il y a une atteinte cutanée, qui est remarquable par un purpura maculaire, maculopapuleux, et parfois même nécrotique, symétrique, qui siège en partie dans les régions déclives, au niveau des membres inférieurs, mais aussi on peut les trouver au niveau des membres supérieurs, au niveau des avant-bras, des coudes et des fesses. Le visage et le thorax en général sont respectés. Ce purpura, il évolue par poussée, déclenché ou exagéré par l'orthostatisme. Parfois, ce purpura est accompagné d'un urticaire, ça veut dire un prurite. Dans 80%, l'atteinte cutanée est associée à une atteinte articulaire, faite d'arthralgie ou même d'arthrite, qui touche en particulier les grosses articulations. Dans 60% de troubles digestifs, à type de vomissements, de douleurs abdominales et même de complications telles que perforation ou hématome profond au niveau du type digestif. Dans 30% des cas, il est associé ou précédé même d'une atteinte rénale qui varie depuis la présence d'une hématurie et une protéinurie jusqu'au syndrome néphrotique et l'insuffisance rénale. Le bilan inflammatoire est en général normal, voire modérément accéléré. Et donc, il n'y a pas d'un examen biologique spécifique de la maladie, mais le diagnostic il est purement clinique. Le traitement, donc, il se base beaucoup plus sur le repos au lit, mais on peut donc discuter le traitement corticoïde en cas d'atteinte digestive et atteinte rénale sévère. Cette image récapitule ou peut donc montrer l'aspect caractéristique du purpura rhumatoïde, donc l'atteinte cutanée. Comme vous le voyez, c'est un purpura un peu surélevé au niveau du centre. Il est donc rugueux et il est parfois prurigineux, accompagné donc en général de douleurs articulaires. Ici, on voit quand même que les chevilles sont un peu enflées. Toujours dans le cas de plaquettes normales,
Donc on passe à l'activité des plaquettes. Donc ce n'est pas un problème de nombre, mais un problème d'activité, de fonctionnalité des plaquettes. Ça veut dire on parle de purpura thrombocytopathique. Il y a les purpura thrombocytopathiques constitutionnels, donc les thrombocytopathies constitutionnelles. Donc il y a plusieurs types, à savoir ceux qui sont en rapport avec une anomalie des glycoprotéines membranaires, comme le cas de la thrombasthénie de Glasman, qui est une maladie à transmission autosomique récessive, dont le début de l'atteinte, elle se voit dès la petite enfance, marquée beaucoup plus d'hémorragie muqueuse, épistaxis et gingivorragie. Le bilan de coagulation peut être tout à fait normal, sauf le test d'occlusion plaquettaire in vitro qui peut être allongé. Il s'agit d'un défaut d'agrégation de plaquettes par un défaut quantitatif ou qualitatif du complexe GP2 B3A. Les transfusions de plaquettes sont efficaces dans ce cas et la sévérité des hémorragies, elle ne fait que s'atténuer avec l'âge. Vous avez également la maladie de Bernard-Soulier, qui est une maladie héréditaire ou autosomique récessive, avec une hémorragie dès la première année de vie, s'associe en général avec une thrombopénie et des plaquettes géantes et rondes. Il s'agit d'une thrombopathie affectant l'adhésion dans ce cas au sous-endothélium. La symptomatologie hémorragique est beaucoup plus sévère. Deuxième type de thrombopathie, c'est les thrombopathies de sécrétion qui sont liées à des pathologies sécrétoires granulaires. Donc il existe trois types selon le déficit de granules. Il y a le syndrome de plaquettes grises qui est lié à un déficit en granules alpha. Il y a le syndrome du pool vide correspond à un déficit en granules denses. Et les anomalies des mécanismes sécrétoires, dans ce cas les granules sont présents, mais leur libération ne se fait pas lors de l'activation plaquettaire. Quant aux thrombocytopathies acquises, après les constitutionnelles acquises, elles peuvent être donc suite à une prise médicamenteuse telle que l'aspirine, toxicité médicamenteuse, telle que l'aspirine, les anti-inflammatoires, les antihistaminiques, les antibiotiques en particulier les pénicillines à dose élevée et les anticoagulants. On les voit également au cours de certaines maladies comme les syndromes myéloprolifératifs, les états préleucémiques, l'insuffisance rénale et la cirrhose hépatique. Donc toujours dans l'anomalie de l'hémostase primaire, on peut la considérer également par une atteinte de la fonctionnalité des plaquettes. Et comme on peut la classer également dans le cadre des coagulopathies, c'est la maladie de von Willebrand. C'est une maladie héréditaire autosomique dominante, donc souvent, et elle est très rarement autosomale récessive, et à ce moment-là, on a un déficit profond. C'est un déficit quantitatif ou qualitatif du facteur de Willebrand, qui a deux actions. La première permet l'adhésion des plaquettes en sous-endothélium et la deuxième permet la stabilité du facteur 8 dans le plasma. C'est une pathologie quand même qui est fréquente dans la population générale et la prévalence, elle peut aller jusqu'à 1%. Le diagnostic d'orientation, c'est un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux avec un taux de plaquettes normal, un allongement de TCA variable selon le taux de facteur 8, plus ou moins abaissé, et le temps de saignement et le temps d'occlusion plaquettaire. Quand ils sont pratiqués, ils peuvent être normaux, comme ils peuvent être allongés. Trois principaux types de déficit. Il y a le type 1, qui est un déficit quantitatif partiel. C'est le plus fréquent, constitue presque 50 à 75% des maladies de Willebrand. Le type 2, qui correspond donc à des variants qualitatifs, donc c'est un problème qualitatif, qui représente à peu près 27% des cas. Il y a plusieurs sous-types. Et le type 3, qui est un déficit quantitatif complet, mais celui-là, il est rare et il se voit dans 5% des cas. Et dans ce cas, la forme, elle est très sévère. Le diagnostic sera confirmé par un dosage quantitatif et qualitatif. Quantitatif, c'est le taux d'antigène, antigénique. Et qualitatif, c'est l'activité du cofacteur du Willebrand. On l'associe toujours au dosage du facteur 8. Le traitement, il se base à l'administration d'esmotricine, de DAVP ou le Minira, en première intention par voie intraveineuse ou intranasale, sauf dans le cadre du type 2B où il est contre-indiqué.
L'administration de concentré de Villebrand purifié par voie intraveineuse sera indiquée dans tous les cas où la desmopressine devient inefficace ou insuffisante. Toujours dans l'hémostase, dans l'anomalie de l'hémostase primaire, maintenant quand le taux de plaquettes il est bas, on parle de thrombocytopénie. Peuvent être donc constitutionnelles, comme le cas de l'amigacariocytose congénitale qui associe une malformation osseuse, donc aplasie radiale, comme le cas de syndrome de Wiskott-Aldreich qui associe un déficit immunitaire, eczéma et thrombopénie, et comme le cas de maladie de Fanconi qui associe une aplasie médullaire qui commence en général avec une atteinte donc de la ligne plaquettaire, des signaux cutanés taches caféolées, des signaux osseuses comme le cas de hypoplasie du pouce, d'autres malformations cardiaques, rénales, rein en fer à cheval. D'autres syndromes tels que le syndrome de Di-George et le syndrome de Jacobson. Dans ces deux syndromes, il y a donc association à une thrombopénie avec des plaquettes géantes. Les thrombocytopénies acquises, donc on a les thrombopénies centrales, soit un envahissement médullaire, le cas de leucémie, myélofibrose, soit une infection virale ou bactérienne qui bloque la maturation mégacariocytaire, soit liée à une toxicité médullaire de certains médicaments. Donc, les thrombos, dans les acquises, toujours, il y a les thrombopénies périphériques. La caractéristique, c'est que ces thrombopénies, de ces thrombopénies, donc les plaquettes sont en nombre inférieur à 150 000, avec un myélogramme riche, sans aucune anomalie des autres lignées, riche en mégacariocytes. Et la durée de vie, maintenant, c'est la durée de vie des plaquettes qui diminue. La cause peut être non immunologique, dans le cadre de certains infectieux, ou bien par consommation, dans le cadre donc de façon disséminée, une consommation disséminée, dans le cadre d'une consommation intravasculaire disséminée, ou bien localisée, comme le cas d'un syndrome hémolytique urémique, ou bien par une destruction excessive, le cas d'un hypersplénisme. Les étiologies peuvent être immunologiques également, soit immunoallergie, prise médicamenteuse, sulfamide, digoxine, dépakine, rifampicine et pénicilline à forte dose, soit auto-immune comme le cas du lupus érythématodisséminé, le syndrome d'Evans ou autres, et enfin le purpura thrombopénique immunologique. Celui-là, on va le détailler plus. Donc, parce que c'est la cause la plus fréquente de thrombopénie sévère, qui touche l'enfant en particulier d'âge entre 2 à 6 ans, et qui débute souvent au décours d'une infection virale. Le risque hémorragique, il est en fonction du taux de plaquettes. Le risque augmente avec un taux de plaquettes inférieur à 20 000. La ponction de moelle, bien sûr, elle va retrouver une richesse normale en mégacariocytes. Le test de Coombs plaquettaire, il est positif. Et l'évolution, elle est en général, dans 90%, elle est aiguë, donc il y a l'évolution vers la guérison. Et dans 10% seulement, il y a un passage vers la chronicité, surtout chez les filles. La prise en charge dépend de la sévérité du syndrome hémorragique et du taux de plaquettes, selon le score, bien sûr, de Buchanan. Donc, à ce moment-là, et selon ce score, on aura une abstention, on fera donc une abstention thérapeutique, on ne fait rien. Si le score il est compris entre 0 et 2, et si le taux de plaquettes il est supérieur à 10 000. Maintenant, si le score il dépasse les 3, et où les taux de plaquettes il est inférieur à 10 000, à ce moment-là, on utilise deux types de traitements. La corticothérapie orale ou bien les immunoglobulines intraveineuses. Si le score de Buchanan il dépasse les 4, à ce moment-là, il faut associer les deux. Donc, les immunoglobulines intraveineuses et le solimidrol en intraveineux. Toujours associés à d'autres mesures adjuvantes, qui sont donc la contre-indication des injections intramusculaires et la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut éviter l'activité physique et bien sûr les transfusions des plaquettes sont à éviter au maximum pour éviter la descente encore du taux de plaquettes par réaction immunologique, mais on va les utiliser en cas donc d'un saignement, donc des formes sévères avec la mise en jeu du pronostic vital. Dans la forme chronique, quand on parle de forme chronique, quand le taux de plaquettes il reste bas, inférieur à 100 000, plus de 6 mois, voire une année, à ce moment-là, il faut refaire le bilan immunologique avant de parler d'une forme chronique. Et avant de décider la splénectomie, bien sûr, il faut
donc avoir la certitude que la séquestration elle est uniquement splénique. Donc, par une scintigraphie, en faisant une scintigraphie avec marquage des plaquettes, et la splénectomie sera donc discutée à partir de l'âge de 5 ans. Pour le traitement donc de cette thrombopénie persistante, il ne faut pas donner une corticothérapie au long cours, mais au contraire, à chaque fois qu'il y a un épisode aigu avec une symptomatologie donc clinique, donc on discutera donc la mise en route du traitement selon la forme selon la même conduite qu'on a pris lors d'une forme ou une phase aiguë. D'autres thérapeutiques peuvent être utilisées, comme le cas des anticorps anti-résist D et les anticorps anti-CD20, ça veut dire le rituximab. La deuxième partie de ces étiologies, on passe après les anomalies de l'hémostase primaire aux anomalies de la coagulation, peuvent être constitutionnelles comme le cas de l'hémophilie, comme peuvent être acquises. À ce moment-là, on discutera l'insuffisance hépatocellulaire, cirrhose ou hépatite, par diminution de la synthèse des facteurs de certaines protéines de la coagulation. On discutera donc une hypovitaminose K, soit par immaturité hépatique, soit par un syndrome de malabsorption, soit par une carence d'apport. Pour les facteurs vitamino K dépendants qui sont le facteur 2, 7, 9 et 10. Et on discutera donc une consommation importante des facteurs de coagulation dans le cadre de CIVD, donc consommation intravasculaire disséminée. Pour les anomalies de la coagulation constitutionnelle, je vais parler de la pathologie la plus fréquente, c'est l'hémophilie, qui est une maladie récessive liée à l'X, qui touche beaucoup plus les garçons et les filles ne sont que des conductrices. Il y a deux types d'hémophilie. Il y a l'hémophilie A, qui est en rapport avec un déficit en facteur 8 et qui est la plus fréquente, constitue à peu près 80% des hémophiles. Et l'hémophilie B, qui est en rapport avec un déficit en facteur 9, donc 20% des hémophiles. La symptomatologie clinique, elle est faite donc d'hémorragie cutanée depuis le bas âge, d'hémorragie musculaire, des hématomes, des hémorragies intra-articulaires, les hémarthroses, et des hémorragies profondes, telles que l'hémorragie cérébro-méningique. Dans l'hémophilie, donc le temps de saignement ou l'exploration de l'hémostase primaire est tout à fait normal, mais l'exploration de la coagulation va retrouver un temps d'océphaline allongé, activé allongé, et à ce moment-là, on va faire le dosage du facteur déficitaire, le facteur 8 ou bien le facteur. Les complications au long cours, c'est l'évolution vers l'handicap fonctionnel par l'apparition ou l'installation d'une arthropathie hémophilique chronique qui doit être évitée par un traitement substitutif, prophylactique, soit une prophylaxie primaire, soit une prophylaxie secondaire. Donc, ajoutons le facteur déficitaire, qui doit être ajouté ou substitué également en cas de traitement curatif d'un épisode aigu. Et le but, c'est d'atteindre 80% du facteur déficitaire. Tout hémophile doit avoir une carte d'hémophilie sur laquelle on mentionne le groupage résist phénotypé, sur laquelle donc on doit mentionner les sérologies, l'évolution, la surveillance de la sérologie et la surveillance de l'apparition des anticorps antifacteurs donc, qui peuvent se développer à la suite donc, de l'injection ou de facteurs déficitaires. Il faut toujours insister sur les mesures adjuvantes, pas d'injection intramusculaire, pas de prise de salicylate et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour le traitement de l'arthropathie, on en discutera la corticothérapie, mais en particulier la kinésithérapie, voire un traitement orthopédique. Toute découverte d'un cas d'hémophilie dans la famille exige un conseil génétique et un diagnostic anténatal.